Rebonjour. Donc, on commencera vers 5 et les autres prendront le webinaire en cours. Hop. Ok, super. Parfait. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire DAF et Associés partie 2. Donc, aujourd'hui, ce que l'on va aborder, c'est du coup la deuxième partie de vos missions, entre guillemets. Donc, on va voir toute la partie finance d'un projet, donc tout ce qui est en fait analyse de la rentabilité du projet, avec toute la facturation, les coûts liés au projet et du coup la marge. Donc, on l'aura soit au global du projet, soit phase par phase, soit au global de l'agence. On verra du coup aussi tous les coûts, donc les 4 grands coûts que vous connaissez déjà sur l'outil, les factures prestataires, les frais généraux, les salaires et les notes de frais. On verra également tout ce qui est notification, autant pour vous alerter dès qu'il y a quelque chose de nouveau, que ce soit validé ou bien qui a été validé pour vous, ou lié également aux factures. On va voir toute la partie opportunité et surtout l'importance de gérer ce qu'on appelle sur l'outil un pipe d'opportunités, donc en gros un portefeuille d'opportunités. On va voir toute la partie management aussi, comment motiver les équipes à faire leurs actions quotidiennes, à saisir leurs heures, à leur attribuer des tâches et aussi pour vous donc la validation des temps, des notes de frais et des congés. Et c'est déjà pas mal. Donc n'hésitez pas à m'interrompre en me posant des questions via le chat. Pour rappel, moi je ne vous entends pas et je ne vous vois pas. Donc n'hésitez pas à m'écrire lorsqu'on est sur la page qui convient. Comme ça, je peux répondre en temps et en heure. Et voilà. Et en fin de séance, si on a encore un peu de temps, vous pourrez poser des questions autres, évidemment liées à vos sujets, si jamais je ne les ai pas abordés lors de ce webinaire. Voilà. Donc, on va commencer. Pour rappel, je suis sur un compte super admin. Donc, j'imagine comme la plupart de vous tous, c'est-à-dire que j'ai accès vraiment à toutes les fonctionnalités d'outils, j'ai toutes les permissions, tous les droits sur les paramétrages. Donc, je peux vraiment tout faire sur l'outil. Autre rappel, comme vous le savez, c'est un compte démo que j'utilise pour faire les webinaires. Donc, il se peut que vous ayez des petites incohérences en termes de chiffres. Donc, vous inquiétez pas si mon chiffre d'affaires est de 46 millions d'euros. Donc, pour commencer, on va prendre ce projet-ci, sur lequel j'ai déjà donc, un projet d'honoraires, donc avec un montant au forfait, donc qui n'est pas en fonction du coût des travaux, des phases, avec une répartition du coût d'honoraires phase par phase. J'ai également un planning de production, mis à jour au fur et à mesure, de l'avancement, et, très important, un budget sur un chef de projet, un architecte junior et un designer, et également un planning de ressources. Normalement. Voilà. Super. Donc, on va directement aller sur l'onglet Finances. Alors, juste avant l'onglet Finances, pour que vous compreniez bien, si on retourne dans le budget et que l'on va sur Consommation budgétaire, ici, on voit qu'il y a effectivement eu des heures. C'est pour ça que l'on voit une évolution du pourcentage de la consommation budgétaire. Donc, par exemple, ici, on voit clairement qu'on est au-dessus de notre budget, puisqu'on avait budgétisé 6h,7 et que le chef de projet, le ou les d'ailleurs, en ont réalisé 16. Donc, c'est ici que vous pourrez analyser votre consommation du budget. Pardon. Donc, cet onglet, il est hyper important à regarder assez régulièrement pour se rendre compte, donc déjà phase par phase, si on est toujours dans la moyenne, mais ce qui est le plus important, c'est de regarder quand même les totaux, voir si on est OK. Une fois que notre projet est en place et qu'il roule tout seul, c'est-à-dire qu'il y a de la saisie de temps, on a un budget, on a un planning de charge, donc les collaborateurs savent sur quelle phase ils sont censés travailler et sur quelle période aussi, on va pouvoir aller sur l'onglet Finances. L'onglet Finances, il va nous aider à piloter le budget, que ce soit en projection de chiffre d'affaires, coûts et marge, ou que ce soit en réalisé. Donc en fait, ça vous indique
ce qui a été prévu comme chiffre d'affaires. Donc ça, c'est simplement lié à votre planning de facturation. Alors, pardon, ici, j'ai un petit module activé que je vais tout de suite désactiver pour ne pas vous induire en erreur. Hop. Juste pour vous expliquer à quoi sert le revenu de production, c'est simplement lié au planning de production. En fait, on va estimer que mon chiffre d'affaires dépend de ce que je vais produire en termes d'avancement et de phase pendant l'année, en tout cas pendant chaque mois. Et ensuite, on a le chiffre d'affaires lié à la facturation, qui lui, du coup, va reprendre simplement une facture éditée sur l'exercice en cours, hop, égale chiffre d'affaires. Voilà. Il y a peu d'agences qui utilisent ce module de revenu de production, donc je préfère le désactiver pour ce webinaire. Revenons sur finance, et là, vous verrez que du coup, nous n'aurons plus qu'une seule ligne, voilà, chiffre d'affaires, qui représente en fait mon prévisionnel de facturation. Tout simple. Je peux l'avoir année par année. Je peux avoir le réalisé, donc ce qui a réellement été facturé. Donc, par exemple, sur ce projet, j'ai absolument rien facturé. On peut le voir donc année par année, je vous l'ai dit, et on peut surtout afficher les coûts fixes. Quel intérêt? Eh bien, c'est pour avoir une marge réelle par rapport à tous les coûts de la société. Donc, vous voyez ici nos 4 coûts dont je vous parlerai juste après, qui sont importants, du coup, de décompter sur le projet. Donc, d'où l'importance d'associer, à chaque fois qu'on fait une note de frais ou une facture prestataire, au projet pour qu'elle vienne s'imputer dessus. Les coûts fixes, comment est-ce qu'ils se décomptent? Alors, vous avez une petite formule ici. Je vais vous l'expliquer un peu plus clairement. C'est simplement que l'on va prendre la globalité des coûts fixes, donc année par année ou mois par mois, et on va les répartir sur les projets en fonction du temps passé. Donc, plus un projet aura d'heures saisies, plus la part de coûts fixes qui sera attribuée à ce projet sera grande. Bonjour Catel. Ok, donc vous avez ce même tableau en dessous, phase par phase. Et pardon, j'ai pas fini pour les salaires. Du coup, on multiplie simplement le temps passé par le coût horaire, le coût payable, donc lié au salaire. Donc voilà, ce qui vous donne derrière une marge par rapport à chiffre d'affaires, tous les coûts égale à notre marge. Ici, donc, je répète, vous l'avez phase par phase, toujours en projeté et en réalisé. Alors, peut-on exclure certains projets de l'application coût fixe? Alors, vous pouvez, si jamais il n'y a pas d'heures saisies sur les projets. Sinon, non. En revanche, nous sommes en train de réfléchir à une nouvelle façon de calculer cette fameuse répartition des coûts fixes pour qu'elle puisse s'adapter aux agences. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu, disons, arbitraire. On a choisi une méthode, il fallait bien trancher. C'est celle des heures en fonction, enfin, du temps passé, pardon, en fonction des projets. Mais on réfléchit du coup à différentes façons. Par exemple, en fonction du chiffre d'affaires par projet. La masse salariale non allouée, heures enregistrées mais non affectées à du facturable ou à un projet spécifique. La masse salariale non allouée, c'est simplement tous les salaires qui ne vont pas saisir d'heures. Donc en gros, toutes les heures qui n'auront pas été saisies sur outil, leur salaire sera ventilé un peu comme les frais généraux. Cette distribution elle est appliquée aux gens qui s'occupent, aux personnes qui s'occupent de tout ce qui est administratif. Et donc en fait, on va ventiler leur salaire en fonction du temps passé. Un peu comme les frais généraux. Facturable à un projet spécifique. Est-ce que je vois juste JPS. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ok, super. Et Myriam, du coup, est-ce que j'ai répondu aussi? Je crois que c'était à peu près la même question, mais posée différemment. Super. Donc, rassurez-vous, les salaires sont, quoi qu'il en soit, ventilés. Simplement, il est important que l'on puisse multiplier. Donc, pour les personnes qui vont saisir des heures, c'est beaucoup plus parlant de les ventiler sur les projets, d'où l'importance aussi, quand vous allez saisir du temps, d'associer le temps à un projet et à une phase, que l'on sache exactement sur quelle phase imputer ce coût ou non. Donc, voilà pour tout ce qui est finance. Donc, vous l'avez ici au niveau du projet. Vous allez le retrouver également au niveau de gestion, finance. Et là, vous allez retrouver du coup les 3 grands indicateurs. Donc, chiffre d'affaires,
j'ai trop de projets. Donc, trop de chiffre d'affaires. Voilà, j'ai mes tableaux et ici, je vais avoir mes indicateurs de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est mon grand planning de facturation. Ce que je suis facturé, ce que j'ai facturé. Il n'y a jamais trop. Non, ça, c'est vrai. Je souhaite d'avoir le même chiffre d'affaires que moi sur ce projet. Voilà. Ça, c'est mon prévisionnel pour l'exercice en cours. C'est pas mal. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires. Ensuite, on va retrouver tous nos coûts sur lesquels je vais venir tout de suite. Donc ça, on y repassera juste après. Et du coup, ici, c'est un peu la même chose que ce qu'on avait au niveau des projets, mais au niveau global de l'agence, projet par projet. Et donc, c'est là que, en un coup d'œil, vous pouvez voir si vos projets sont rentables au moment M ou pas. Voilà, donc pensez toujours à afficher vos coûts fixes ou pas. Hein, d'ailleurs, si vous voulez voir la marge brute, disons, avec juste les coûts du projet, c'est pour ça qu'on vous permet de l'afficher ou non. Je pars du principe que s'il n'y a pas de questions, je continue. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre, quitte à ce que je revienne sur le sujet, si jamais c'était pas clair ou si je suis allée trop vite. Donc, voilà pour tout l'aspect financier. Concernant les coûts, donc, les coûts à ne pas sous-estimer. C'est ce qui va permettre à l'intérieur de calculer, vous l'avez vu, la rentabilité de nos projets. Ce qui permet de calculer le coût de chacune des heures rentrées par les collaborateurs sur l'outil. Donc, hyper important. On va commencer par les entreprises externes. Entreprises externes, on comprend tout le monde. Il y a des co-traitants, il y a des sous-traitants, il y a des prestataires, des collaborateurs qui vont vous envoyer des factures d'heures parce qu'ils sont en freelance. Il va y avoir des imprimeurs, il va y avoir des photographes, bref, tout le monde. Donc, toute entreprise qui travaille avec vous, qui vous envoie des factures ou non, on les saisit ici. Ensuite, on va avoir un planning de factures que l'on va recevoir. En général, ce planning il s'alimente tout seul en fonction de vos sous-traitants rentrés sur vos contrats. Si vous avez des sous-traitants qui sont saisis déjà au niveau des projets sur lesquels vous avez ventilé des honoraires, vous allez avoir ce planning projet par projet qui va se générer en fonction de votre planning de facturation. Je m'explique. Si sur une phase, vous avez prévu de facturer en 3 mois votre client, eh bien, le planning de votre sous-traitant, si lui aussi il a des honoraires sur cette phase-là, se fera sur 3 mois. Puisque, en général, en tant que mandataire, c'est votre sous-traitant qui se plie un petit peu à votre rythme de facturation. Si jamais ce n'est pas le cas, pas de problème, vous avez la possibilité de modifier le planning. Vous cliquez simplement sur manuel et vous venez faire les modifications. Les factures. Donc, tout simple, c'est hyper important à faire aussi, dès que vous recevez une facture, un prestataire. Vous allez recevoir des factures de tous vos prestataires, sauf évidemment de vos co-traitants sur les projets. Les co-traitants ne font pas partie de votre chiffre d'affaires. Donc, les factures, vous saisissez du coup la facture entrante et vous associez bien le projet pour qu'elle s'affecte au projet. Donc, je choisis Méricom, Presta 1. Le projet, si jamais c'est associé à un projet, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien avoir des factures, par exemple, qui s'appliquent peut-être à 15 projets en même temps. Dans ce cas-là, on le garde avec cette notion de frais généraux qui se dispatchent sur tous les projets. Hop, là, je l'associe à un projet. Si jamais vous aviez un devis en amont, vous l'associez au devis. On peut mettre le numéro de la facture, la date et la date d'échéance. On sauvegarde. Et là, on va rentrer dans la facture, un peu comme quand vous faites une facture classique pour vous avec l'onglet éléments. Et là, on va saisir les éléments de facture. Donc, le montant, le taux de TVA, pardon, puisque sur une même facture, vous pouvez avoir des éléments avec plusieurs taux de TVA. Je ne l'ai pas précisé au début, pardon. Évidemment, à la fin, je vous envoie un récap papier et la vidéo en replay. Vous aurez tout, pas de panique. Donc, le taux de TVA, on ajoute une description si on le souhaite, la phase, donc toujours dans cette idée de analyse financière, d'associer du coup un coût à une phase, ou à plusieurs d'ailleurs. Et on sauvegarde. Notre facture est complète, on la passe en validé. Et là, c'est bon, elle est bien inclue dans les coûts sur le projet. Pardon.
Donc voilà pour les factures prestataires, enfin, pour les entreprises externes. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? J'ai l'impression que oui. Sinon, n'hésitez pas. Les notes de frais. Donc, chez Outils, on conseille de faire une note de frais par mois. Après, bien évidemment, ça dépend complètement de votre rythme de note de frais. Si vous en avez une tous les 36, ça ne sert à rien d'attendre la fin du mois pour la valider. Vous la saisissez, vous la validez et hop, ça part côté admin pour validation. Si jamais vous avez 25 dépenses par mois, dans ce cas-là, regroupez-les sur une note de frais pour que, imaginons, au 20 du mois, on les envoie pour validation. Elles sont validées et elles vous sont remboursées sur le mois suivant, ou voilà, en fonction de chacun, son organisation en interne. On va créer une note de frais. Là, par exemple, on est en novembre. 2022. Donc, je vais ajouter mes dépenses. Non, évidemment, une dépense par ticket, donc par dépense. Donc, la date du ticket, le projet, si jamais c'est associé à un projet, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. La catégorie. Sur la nouvelle version, maintenant, vous pouvez personnaliser ces catégories dans vos paramètres. Donc, c'est sur paramètres, utilisateur, note de frais, il me semble. Vous pouvez personnaliser ce que vous souhaitez voir dans cette liste déroulante. Hop. La devise, une description si vous le souhaitez, et le montant en euros. Bon, on va se calmer. Et le montant en euros de la TVA. On sauvegarde. Et ma dépense apparaît ici. Hop. Donc, c'est pour ça que je vous disais, si vous avez 25 dépenses par mois, faites plutôt une note de frais. La question des co-traitants mériterait quelques précisions. J'ai l'impression qu'il y a des paradoxes avec ce qu'on a pu voir précédemment. Ils n'intègrent certes pas le CA, mais si on renseigne le marché global, il serait aussi judicieux d'enregistrer leurs factures. Alors, oui et non. Les co-traitants, en fait, vous allez les intégrer sur votre projet. Je vais prendre un exemple, ce sera peut-être plus parlant. Est-ce que l'on est sur celui-ci? Il ne faut pas. Donc, les co-traitants, vous devez effectivement les intégrer et en tant que mandataire, mettre à jour leur facturation. En revanche, vous allez mettre à jour la facturation dès lors que vous éditez vos propres factures. Donc, vous dites, voilà, moi, je vais facturer X, mon co-traitant 1 facture ça, mon co-traitant 2 facture ça. Ça peut être en décalage, évidemment, avec votre facturation à vous et votre avancement. En tant que mandataire, encore une fois, vous devez de justifier des documents. Donc, on va avoir soit les honoraires globaux, les attestations de paiement, etc., etc. Je vais juste ajouter un co-traitant, comme ça, c'est plus clair. Donc, je l'ajoute à mon projet et ensuite, je ventile. Donc là, je vais donner 10%. Hop. Et je valide mon projet. Très bien. Ensuite, si je passe à la facturation, je vais générer une facture de production. Et donc, effectivement, vous allez devoir mettre à jour les données pour vos co-traitants, mais le co-traitant ne représente pas un coût pour votre agence. Donc oui, vous devez notifier d'un état de facturation pour les co-traitants, mais vous ne devez pas ajouter. OK, dans votre exemple, les zones du projet ne sont donc plus à 100K. Non, effectivement. En fait, vous allez ajouter, donc ici, pardon, dites-moi si je vais trop vite, parce que effectivement, pour moi, ça me paraît fluide, mais ici, on a donc 100 000 € pour l'intégralité du marché, donc, mon agence, tous mes co-traitants et tous mes sous-traitants. Donc, dans ces 100 000 peuvent s'y cacher plein d'agences. Peut-être que dans ces 100 000, moi, je ne touche que 10 000 et que tout le reste est réparti sur toutes les équipes avec qui je vais travailler. Donc, ici, vous voyez qu'on a la répartition qui se fait. Donc, on a les honoraires globaux. Et ici, on a du coup la répartition phase par phase.
Donc, ce ne sont plus 100 000 euros pour mon agence, mais plus que 90 000. Et ensuite, lorsque je vais faire ma facture, donc moi, je ne peux facturer que 90 000 en tout. Donc, si j'ajoute, non, c'est pas là, une facture, je vais dans l'onglet éléments d'abord pour mettre mes montants à moi à jour. Et ensuite, je vais côté co-traitant pour mettre à jour les siens. Vous voyez, par défaut, il se cale exactement sur ce que j'ai dans ma facture aussi. Donc là, sa facture, j'estime qu'elle est à jour puisqu'il m'a envoyé en amont ce qu'il avait facturé aussi. On est raccord. Donc c'est OK. Une fois que vous avez terminé votre facture, vous verrez donc ici tous ces documents se générer tout seuls. Ces documents sont envoyés et à votre client et à vos co-traitants. Vous allez avoir du coup un récap de tout ce qui est facturé, par qui, et ce qui a été déjà facturé en amont. Phase par phase. Donc là, c'est l'attestation de paiement pour le client. Et ici, donc en fonction du nombre de co-traitants que vous aurez un PDF par co-traitant, etc., etc. Et l'état de compte, c'est pour notifier au client du solde qui nous est dû. Est-ce que c'est un peu plus clair par rapport aux co-traitants? Donc, il faut vraiment faire le distinguo entre mes factures de prestataires, qui représentent un coût pour mon agence, et la notification de la facturation de mon co-traitant, qui, elle, sert juste à notifier et à mettre à jour le projet pour le co-traitant et pour que mon client soit au courant. Ok, génial. Ensuite, donc, si on revient sur les coûts, note de frais. Donc, j'en étais ici, il me semble, yes. Donc, je crée ma note de frais. Est-ce que l'intégration comptable de la saisie des notes de frais est faisable depuis Outils? C'est-à-dire, par rapport aux intégrations de logiciels qu'on a sur Outils, vous voulez dire? Si c'est ça, c'est non. Pour l'instant, il n'y a que les factures qui se synchronisent avec nos logiciels de comptabilité, donc Sage, Text et QuickBooks. Et pour tout ce qui est des notes de frais, pour l'instant, tout se fait s'intègre manuellement dans Outils par chacun des collaborateurs. Et ensuite, vous allez pouvoir générer des PDF ou des exports Excel pour la comptabilité, pour avoir justement tout le détail avec tous les justificatifs si vous les saisissez et le montant de la TVA notamment. J'attends juste, Karine, que vous me répondiez, comme ça, je reste sur cette page. Donc, pendant que Karine nous écrit, je vais juste aborder le sujet des frais kilométriques. Donc, ça ne concerne pas toutes les agences, je sais bien, mais vous pouvez avoir des déplacements. Donc, dans ce cas-là, vous choisissez ou pas un projet, la distance et le taux kilométrique. Là, je l'ai mis par défaut sur ma fiche collaborateur, c'est pour ça qu'il s'affiche déjà ici, mais sinon, vous pouvez le rajouter à la main. Et le montant se calcule tout seul. Les collaborateurs saisissent les notes de frais par nature, déplacement hôtel. Est-ce que l'on peut paramétrer les comptes de charge et générer l'intégration, comme pour les ventes? Oui. Alors, en fait, il faudrait nommer du coup les catégories. Donc, ici, on crée une dépense. Ici, les catégories. À la rigueur, ce que vous faites, c'est que vous mettez le code avant. Alors, dites-moi si je réponds bien parce que je ne suis pas sûre de ma réponse. Vous mettriez le code du coup comptable juste avant avion, par exemple, tout ce qui est transport. Non. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Non, je vais vérifier tout de suite, mais je ne suis pas sûre. Je suis quasiment pas sûre d'ailleurs. Ici. Non, pas ici. Non plus. Ah là là, pas du tout dans le temps. C'est dans. Si c'est dans le temps utilisateur, c'est les éléments de paye. Ici. Non, c'est pas ça non plus. Ah, je me perds. Intégration comptable, c'est comptabilité.
Numéro de compte. Voilà. Non, on n'a pas ça encore. Je le note. Je prends note tout de suite. Hop, un instant. D'accord, on parlait bien. On parle bien de cet écran-ci, d'avoir des codes par. Yes, ok, top. Je note tout de suite un petit instant et comme ça, je le remonte dans nos idées. Ok, super. Parfait. Effectivement, ça pourrait être un gros plus pour vous. Je peux comprendre. Hop. Donc, c'est noté. Je vous dis si c'est envisageable chez nous. Donc, on revient sur nos coûts. Note de frais. Donc, comme vous savez, chez Outil, on adore les validations, les brouillons, etc. Une fois que votre note de frais est complètement saisie, on peut l'envoyer en brouillon et ça passe côté admin pour validation. Ensuite, les salaires. Donc, évidemment, salaire, c'est primordial. Si on n'a pas de salaire, on n'a pas de coût horaire. Et on ne peut pas calculer le taux facturable de chacun de nos collaborateurs. Donc, on saisit un contrat, on choisit le collaborateur, le type de contrat. Là, je suis sur un CDI. Je vais prendre une date de début. Hop. Le type de rémunération, la devise et des notes si besoin. Dans mon contrat, en fait, je vais ajouter ce qu'on appelle des périodes. Les périodes, ce sont les différentes rémunérations que mon collaborateur va avoir. Pardon. Ce qui va me permettre d'avoir tout l'historique des avenants au contrat que Baptiste aura eu. Là, comme je suis sur un CDI, je ne mets pas de date de fin. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si je pars dans la chronologie de mes contrats, un CDI va forcément se répéter tous les mois, alors qu'un CDD, comme on voit ici, se termine en juin. Donc, important de préciser ou non la date de début ou la date de fin pour que justement notre prévisionnel de contrat, de salaire, soit correct. Alors, Baptiste, où es-tu? Ici. Donc, si c'est un CDD, évidemment, vous ajoutez une date de fin. Je mets le salaire brut. Brut, c'est celui que vous avez tout en haut de la fiche de paye. Et le salaire mensuel chargé, c'est celui avec les charges patronales. En général, voilà, c'est entre 1 et quelques et 2. Donc, ici, et ça, pardon, vous l'avez tout en bas à droite de la fiche de paye. Mais je pense que vous le savez mieux que moi. Ensuite, on met le nombre d'heures correspondant au contrat, 35 ou 39. Si c'est 39, évidemment, vous le mettez ici. Les 4 heures supplémentaires appliquées au contrat de 39 heures sont comprises dans ce salaire. Donc, pas besoin de les considérer comme des heures supplémentaires puisqu'elles sont, quoi qu'il en soit, travaillées et payées. Donc, ce ne sont pas réellement des heures supplémentaires comme on les entend sur Outils. Donc, ma rémunération est en place. C'est bon, Baptiste, ça devient son contrat. Demain, Baptiste travaille super bien. Il a droit à une augmentation. Donc, je mets une date de fin à son augmentation ici. Et je vais ajouter une nouvelle période. Sans date de fin, puisqu'on est toujours sur un CDI. Et là, pareil. Oula, c'est pas une augmentation, ça. Pardon, Baptiste. Augmentation, mon coef et mes heures par semaine restent inchangés. Donc, vous pouvez bien sûr les modifier. Et mon salaire horaire, du coup, chargé, se recalcule automatiquement. Et c'est comme ça que vous allez construire tous les avenants au contrat pour la même personne. Si jamais il s'agit d'une prime, vous saisirez une date de fin sur le même mois de versement. Si vous ne mettez pas de date de fin, la prime s'appliquera tous les mois comme un salaire classique. Et vous pourrez ajouter ici prime. Voilà pour les contrats. Globalement, il n'y a rien de complexe, c'est juste qu'il faut le tenir à jour du coup et attention aux dates. Je vois que quelqu'un écrit. Mais le coef de charge est rentré manuellement. Alors en fait, le coef de charge, il se calcule tout seul en fonction du salaire mensuel chargé. Donc soit vous avez le coefficient de charge, 1,65 par exemple. Oh là là là. Hop. Et dans ce cas, votre salaire mensuel chargé se calcule tout seul. Soit vous avez uniquement le salaire mensuel chargé, et dans ce cas, le coef se calcule aussi. Les deux sont corrélés.
Stéphanie, il faudrait mettre le salaire avec la prime ou juste la prime. Vous mettez que la prime. Donc, pardon, si c'est une prime de 500 €, en fait, celui-ci, imaginons, il n'a plus de date de fin. Ah. Voilà, donc ça, c'est mon contrat actif. Ok, mon collaborateur est à 3000 bruts et sur le mois de novembre, il a une prime, 500. Donc, je mets simplement la prime. Je n'ajoute pas le montant de la prime au contrat de base. Édouard, mais il n'est pas mis à jour en fonction des charges réelles de l'agence. On ne prend en compte que les charges patronales URSSAF. C'est-à-dire, alors oui, je vois ce que vous voulez dire. Là, disons que c'est un salaire un peu lissé. C'est pas exactement ce que vous payez tous les mois en tant que président d'une société. Je l'entends. Maintenant, c'est vous rajoutez aussi du travail. C'est pas un prix de vente. Ah non, mais ça, c'est après. C'est le taux facturable, ce dont vous parlez. Donc, il y a deux choses. La première, vous soulevez une thématique et je l'entends. Ça m'y fait penser, pardon. Donc, ici, le salaire mensuel chargé, on va mettre ça qui va se répéter tous les mois. Mais on sait très bien que ça va varier en fonction des tickets restaurants, des congés pris, des assurances, des mutuelles, etc., etc., etc. Ok, c'est jamais le même prix. Maintenant, à vous de voir comment est-ce que vous voulez l'intégrer. Est-ce qu'on part sur un salaire lissé ou est-ce que tous les mois, vous allez venir saisir pour tout collaborateur le montant? Je ne crois pas. Ça serait prendre beaucoup, beaucoup de temps pour des variations de salaire. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est dans les frais généraux, on va y venir tout de suite, créer une ligne qui s'appelle régulation salaire, par exemple, à la fin de l'année, de toutes les variations qu'il y a pu avoir par rapport au salaire, qui vous ont quand même coûté à l'agence, mais du coup qui n'ont pas été intégrés ici, par exemple. Donc ça, c'est une possibilité. Je montre rapidement le taux facturable. Donc on va dans collaborateur, au rôle, et ici, on va cliquer sur le petit œil. Donc ici, voilà, ici, vous avez le résultat des taux journaliers payables, donc c'est par rapport au salaire. Et ici, manuellement, vous allez saisir du coup les taux journaliers facturables. Edouard, est-ce que c'est bien ça que vous souhaitiez voir? Top, ok. Donc ça, effectivement, c'est pas une science exacte, le taux journalier facturable. C'est à vous de le calculer. De ce que j'ai pu voir par expérience, après je pense que vous êtes bien mieux placé que moi pour donner la façon exacte de le calculer, c'est le taux journalier payable, taux journalier, c'est pas facile à dire, taux journalier payable plus le ratio de frais généraux par collaborateur en fonction de leur salaire, plus la marge que vous souhaitez appliquer à vos prix de vente. Donc dites-moi entre vous, enfin vous savez mieux que moi aussi. Le taux journalier payable, alors en fait, c'est tout simple, c'est mon taux horaire au niveau de mon salaire. En fait, c'est le salaire horaire, mais par jour. Hop, ici, j'étais là. Donc, en gros, c'est ça, mais fois 8, enfin, pardon. Imaginons, on est sur un 35 heures, donc c'est fois 7 heures. Donc là, c'est 7,8. Top. Vous me dites si c'est pas clair, hein, n'hésitez pas. Et comme je vous disais, du coup, le taux facturable dépend du salaire, dépend des frais généraux et dépend de la marge que vous voulez appliquer sur vos prix de vente, entre guillemets. Les taux facturables, d'ailleurs, sont hyper importants. C'est ce qui vous permet derrière de créer vos budgets pour savoir combien d'heures est-ce que peut faire chaque collaborateur par phase et de créer ensuite des plannings de charge. Donc, primordial d'avoir le salaire affecté à un collaborateur pour ensuite calculer vos taux facturables. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Je vois que quelqu'un écrit, j'attends juste avant de passer aux frais généraux. Super. Parfait. Nickel. Donc, ok, cool. Donc, voilà pour les salaires. Il n'y a pas grand-chose d'autre à savoir, c'est à peu près tout. Est-ce que les primes sont prises en compte dans le calcul des coûts des salariés par rôle?
Karine, vous avez toujours les meilleures questions. Alors, c'est une excellente question. Dis donc, eh ben, on va le tester tout de suite. Donc, je vais aller sur Lisa. Donc, déjà, on va se mettre en taux horaire, comme ça, on va le voir. Non, c'est pas là. Désolée, là, je vais un tout petit peu vite. Comme ça, on peut vite voir la réponse. Donc, on va ouvrir plusieurs onglets, comme ça, au moins. Donc là, nous avons Lisa, qui a un taux salaire horaire chargé de 26,79. Est-ce que vous voyez bien mes deux onglets? Ok, top. Donc, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que si j'ajoute une prime à Lisa, est-ce que c'est pris en compte au niveau du rôle dans son taux horaire? On va mettre un montant. Du coup, on est censé avoir un peu plus de 29. Je crois. Là, on a 26,79. Déjà, on n'était pas bon. Est-ce que c'était Lisa? Ouais, c'est bien Lisa. Alors, attendez, il y a un truc qui ne va pas là. 24,73. Donc là, en fait, la prime n'est pas prise en compte. Ce qui en soi n'est pas fou non plus. Enfin, je trouve ça plutôt normal. On n'est pas d'accord? Pour moi, la prime n'est pas censée justement s'intégrer dans le coût, enfin, dans le salaire horaire chargé, puisque c'est justement un coût one-shot, mais qui n'est pas censé impacter derrière le calcul du taux facturable. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas correct? Est-ce que ça devrait être différent? Ou est-ce que c'est OK comme ça? C'est OK, hein? Ouais. Top. Bon, ben, vous me rassurez. Par contre, pour les intéressements, oui. OK. Bon, là, de toute façon, je vais le noter. Parce qu'effectivement, on a du travail à faire sur les rôles. Nombreux vous êtes à nous avoir souvent remonté de manager les rôles de façon différente. Ok, donc on vient de le vérifier ensemble pour que vous sachiez tous, les taux horaires payables sont calculés en fonction d'un salaire unique et pas en fonction des primes. Derrière, je note tout ce qui est primes, intéressement, etc., pour que ce soit ajouté au taux payable du collaborateur. Voir comment est-ce qu'on peut les ajouter. Pour que ça matche surtout avec la réalité des choses, parce que faut qu'on voit surtout quelle est la bonne chose à faire, disons. Ok, j'avance un petit peu, sinon on n'aura pas le temps du tout de voir l'intégralité des sujets. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, comme ça je peux répondre après en cours de route. Donc, les salaires, nous étions ici. Voilà. Dans les marges, on est d'accord qu'ils sont pris en compte dans les... Oui, tout à fait. Alors ça, oui, tout à fait. En gros, dans finance, on va calculer les heures saisies par ces deux montants. Ça, oui, évidemment, c'est sûr. D'ailleurs, vous le voyez, donc si on regarde pour Lisa, si on se met ici, dans les coûts salaires de Lisa, on va voir qu'à un moment, ça grimpe. Voilà, ici. Sur novembre, on lui a versé sa prime, donc elle passe à 3 950. Voilà. Donc, les frais généraux. Vous me dites s'il manquait des choses par rapport au salaire, j'avance sur les frais généraux et si besoin, je reviendrai sur les salaires. Les frais généraux, ça va se passer en deux temps. Donc,
Pour ceux dont l'exercice comptable va de janvier à décembre, vous êtes au top là tout de suite, puisque vous allez avoir le temps de mettre en place votre budget pour 2023. Alors, c'est indispensable, et c'est d'ailleurs beaucoup plus logique de commencer par un budget pour faire notre budget de coûts, de frais généraux, de frais fixes pour 2023. Comment ça va se passer? Vous allez créer des grands postes de dépenses catégorie par catégorie avec un budget annuel. Donc, par exemple, je vais mettre URSAF, que vous adorez tous. Voilà. L'URSSAF, donc le frais fixe qu'on adore. Hop. Et un budget annuel. Alors là, vous m'excuserez, je n'ai aucune idée de tout ça. On met un budget annuel que vous allez voir s'inscrire ici. Tout à fait, c'est dans les charges patronales. Effectivement, donc on va choisir autre chose. On va prendre les voitures de la société. Ah, je préfère. Donc, les voitures, c'est 20 000 € de leasing par an pour des mensualités comme ceci. Si jamais vous avez des mensualités, enfin des charges qui sont trimestrielles, il vous suffit de mettre à 0 les mois sur lesquels vous n'avez pas ce coût. Alors, idem si c'est semestriel, enfin bref. Vous pouvez complètement créer votre budget comme vous le souhaitez. Peut-on transformer les sommes réalisées de l'année précédente en budget de l'année suivante? Oui, non, pardon. Non, et c'est en cours. On me l'a déjà demandé. Pardon, j'ai lu trop vite. Non, mais en revanche, c'est une excellente idée. Et effectivement, donc, le but, c'est que par rapport à notre réalisé 2022, on puisse copier tout ceci pour l'année 2023. Effectivement, ce qui paraît quand même plus logique. Je note à nouveau pour vous prévenir à tous dès lors que ce sera en place. Copier le réalisé 2022 sur budget 2023. Donc ouais, effectivement, ça c'est une excellente idée. C'est en cours de développement. Pour l'instant, donc pourquoi je vous ai répondu vite aussi rapidement, c'est parce que pour l'instant, vous pouvez copier le budget de l'année précédente. Après, pour l'instant, copier l'année précédente sans budget et vous mettrez du coup les éléments réalisés de l'année précédente. J'avoue, c'est un petit peu de saisie, je suis désolée, mais voilà, c'est un premier pas. Donc, on crée un budget pour 2023. Ensuite, on ne touche plus au budget, sauf s'il y a des nouveaux éléments qui viennent se rajouter en cours de route. Et ensuite, pendant 2023, bon là, désolé, mon exercice, il n'a pas trop de sens, enfin, il n'est pas sur janvier-décembre. Sur l'année 2023, au fur et à mesure où les mois vont passer, le budgétisé va venir se copier tout seul. Donc là, par exemple, mon exercice commence en juin. Et bien, au 1er juillet, tous les éléments que j'avais budgétisés pour juin vont se mettre automatiquement dans leur case. Comme si, en gros, eh bien, mon réalisé était pile poil ce que j'avais budgétisé. Sauf que la réalité des choses est bien différente et parfois, on a des variations, que ce soit en plus ou en moins. Donc, c'est à vous de venir réajuster. Donc, au 1er juillet, vous allez recevoir votre facture de loyer. Peut-être qu'il y aura une petite variation de loyer sur juin. D'accord? Donc, c'est là que vous allez devoir mettre à jour le réalisé des frais généraux. Est-ce que c'est OK pour tout le monde pour les frais généraux? Hop. Génial. Super pour les coûts. Est-ce que les coûts dans l'ensemble, c'est OK? Donc, bien sûr, dans le petit, donc on doit rentrer chaque année. Oui, mais je pense qu'en 2023, on aura développé le fameux copier, le réalisé de l'année précédente. Donc, pour 2023, malheureusement, vous allez devoir créer votre budget manuellement. Mais dès que c'est lancé chez nous, je vous en informe. Et comme ça, pour 2024, eh bien, vous aurez un budget nickel. Hop. Ok, est-ce que c'est tout bon pour les coûts? Je ne comprends pas le copier à la précédente. Ah, alors aujourd'hui, en fait, vous allez pouvoir, donc imaginons là, je suis sur 2023-24.
Et en fait, le fait de copier l'année précédente, budget inclus, ça va simplement me remettre ce que j'avais déjà saisi pour l'année précédente. Mais ce qui serait encore mieux, c'est de pouvoir copier, le réaliser, qui peut être différent, de l'année précédente. Donc, imaginons, là, on a fait 2022, on est en décembre, tout mon budget réalisé a bien été saisi minutieusement à la main. Donc, je veux pouvoir copier exactement mes réelles dépenses pour 2023. Sauf que là, en gros, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est copier simplement ce qui a été budgété ici. Donc, copier l'année précédente avec ou sans le budget. Avec ou sans le budget, c'est avec ou sans les montants. En l'occurrence, le copier l'année précédente crée des doublons, voire triplons dans mon cas, dans l'année en cours. Tiens donc. Alors, moi, j'aimerais bien déjà que ça se copie. Ok, bon, je note ça pour cette fonctionnalité. Voilà, comme vous pouvez voir, ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Chez moi non plus, Loïc. Donc, attendez, je vais aller sur... Oh là là. Non, c'est pas là. Oui, j'ai eu pareil. Et enfin, on peut faire récupérer l'année précédente que si vous n'avez pas déjà mis des catégories. Sinon, il double. Pareil chez vous, on dirait. Oui, pareil chez moi. Je ne sais pas si ça vous rassure vraiment. Mais en tout cas, c'est bien noté. Je vais le remonter dès que j'ai fini ce webinaire. Hop. Non, mais il n'y a pas que chez vous que ça ne fonctionne pas parfois. Ok, bon, ça c'est bien noté. Je le remonte et puis pareil, je vous fais un petit mail à tous dès que c'est réglé. Et j'essaie de le faire rapidement, comme ça vous pouvez faire votre budget pour 2023. Très bien, donc voilà pour les coûts. Est-ce que, si on a un coût au trimestre? Alors, si on a un coût au trimestre, je vous conseille de créer, alors toujours dans le budgété, une catégorie. On va mettre par exemple le trimestriel avec un 0. Donc en gros, quand vous créez votre catégorie, vous ne mettez pas de montant annuel et vous venez saisir les montants par trimestre. Donc là, vous créez vous-même votre budget annuel. Génial. Super, j'espère que c'était clair pour les coûts. Ok, je passe aux notifications. Donc, si vous allez sur votre prénom et profil, hop, ici, notifications. Donc, évidemment, donc je pense que vous êtes tous super admins de ce que j'ai pu voir à vos prénoms. Vous devriez avoir à peu près les mêmes que moi, enfin, à peu près, non, les mêmes que moi d'ailleurs. Et donc, c'est à vous d'activer ou pas celle que vous souhaitez recevoir. Évidemment, vous ne recevez rien si jamais il n'y a rien à vous notifier. Et sinon, vous recevez un mail à l'heure que vous allez indiquer ici. Donc, chaque personne va caler ses propres notifications. Vous ne le faites pas pour toute l'agence. Chacun a cette page pour lui-même. Pourquoi j'explique ça? En fait, c'est que chaque collaborateur, même s'il est membre et qu'il peut juste saisir du temps, des congés ou des notes de frais, il peut aussi recevoir des notifications. Par exemple, lorsqu'on lui a validé une demande de congé ou lorsqu'on lui a refusé. Donc voilà, tout le monde peut recevoir des notifs en fonction de ses stades de permission, de son niveau de permission. Ensuite, on va avoir tout ce qui est les opportunités. Donc, je vois que quelqu'un écrit, j'imagine que c'est pour les notifications, donc j'attends une seconde. Ben, apparemment pas. Moi, j'ai mis 9h et je reçois à 10h, 14h. Ah tiens. Bon. Et ben, je le note. Alors, est-ce qu'on parle bien des notifs ou est-ce qu'on parle des rappels d'entrée de temps? On a un petit souci sur les saisies, les rappels d'entrée de temps. Donc ça,
qui est à l'étranger dans notre faisceau horaire. Non, non, pas du tout. Il est en France. D'ailleurs, il est en France, pas loin, en Ile-de-France, je crois, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Donc, non, non, on est à la même heure. Sinon, je veux bien aller faire des réparations s'il se trouve en Guadeloupe, mais non, d'après ce que je sais, en tout cas, il est bien en France. Ok, donc on est bien sur ce mail-là. C'est noté. Je le note. Je le remonte, pardon. Et en plus, on en recevait plusieurs par jour. Bon, ça n'a pas de sens. Bien noté. Ensuite, donc, passons aux opportunités. Donc, pour rappel, les opportunités, ce sont tous les projets non signés de votre compte. Donc, tout projet non signé, ça peut être très vaste. Vous pouvez avoir, par exemple, des concours, des appels d'offres, des propositions d'honoraires en cours, des dossiers en cours de négociation, des études de faisabilité, etc., etc. Ça, c'est vraiment libre à vous de créer vos propres étapes. Par défaut, sur Outils, vous allez avoir des étapes qui sont différentes. Vous allez avoir prospect, qualification, négociation, proposition, si je ne dis pas de bêtises. Mais vous pouvez à tout moment modifier leur intitulé en cliquant sur Gérer les étapes, ici. Vous modifiez les intitulés et les probabilités de signature. À quoi servent les probabilités? Eh bien, elles vont pondérer le montant des honoraires, opportunité par opportunité. Et c'est juste pour vous donner une sorte d'indicateur de signature. Donc, on va créer les opportunités, ça fonctionne. C'est la même interface qu'un projet. La seule différence, c'est que l'opportunité n'est pas signée. Donc, hop. Je dis l'équipe, si on a plusieurs entités. L'étape, on va dire c'est un concours. Le client, si on a déjà le nom du client, sinon vous pouvez très bien le laisser vide. Hop. Bon, et on complète. Quand vous faites une opportunité, le but, c'est de remplir le maximum de champs. Pourquoi? Parce que derrière, lorsque vous allez créer vos propositions d'honoraires avec les variables, on va voir juste après, eh bien, si votre opportunité est remplie, enfin, tous les champs de l'opportunité sont bien remplis, votre proposition d'honoraire se fera quasiment automatiquement. Donc, je sauvegarde. Donc, l'opportunité va vous servir à saisir du temps dessus, à faire des factures si besoin, à faire un planning. Vous pouvez vraiment la gérer comme un projet. Donc, si on va sur Aller au projet, vous voyez, on retrouve tous les onglets comme sur les projets. Et vous voyez ici que vous avez ce petit statut concours qui, du coup, indique que le projet n'est pas encore signé. Là, on est sur un statut opportunité. Donc voilà, les opportunités, on peut saisir du temps, faire des factures, saisir des honoraires, faire un planning, faire un avancement, un budget, un planning de charge, tout comme sur les projets. Et sur le tableau de bord, vous verrez un indicateur en orange qui s'appelle chiffre d'affaires potentiel. Alors, il se peut que certains ne l'aient pas et en ce cas, il faut juste l'activer. Je vous montre juste après pourquoi, ou ça. Le chiffre d'affaires potentiel vous permet de voir, donc il est assez important. Ça dépend des agences, évidemment, mais il est assez important. Pourquoi? Parce que ça vous permet de savoir. Imaginons, vous vous dites que si vous avez 10% de chiffre d'affaires potentiel, vous êtes OK. Parce que les projets ont forcément une durée de vie. Donc, si tous vos projets se terminent fin décembre et que vous n'avez aucune opportunité en cours de signature, eh bien, vous allez être top pour 2023. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours se garder en réserve des opportunités au chaud, disons, pour que dès qu'un projet se termine, on puisse enclencher sur un nouveau projet signé. Donc, d'où l'intérêt d'avoir cet indicateur-là de chiffre d'affaires potentiel pour que la courbe orange soit toujours un peu plus haute que notre courbe bleue. Pour activer ce module, on va dans les paramètres. Que je ne vous dise pas de bêtises, je crois que c'est ici. Voilà, chiffre d'affaires des opportunités. Donc, paramètres, module, général, chiffre d'affaires des opportunités. Donc ça, important de l'avoir sous les yeux. Les propositions d'honoraires. Donc, toujours sur mes opportunités en cours. Hop. Donc, je vais aller au projet et je vais aller faire une proposition. Bon, je vais peut-être mettre des honoraires, sinon ça ne sert à rien.
comprenez pourquoi j'ai un super chiffre d'affaires. Hop, j'applique les phases. Ce sont les prix capérés. Ouais, ça c'est clair. Et encore. Bon. Oui, j'avoue que j'ai le 0 un peu facile. Alors, dis donc. Désolée. Voilà, donc je rééquilibre pour que ça fasse bien sûr 100%. Et on est OK. Allez, c'est la fin de journée, il n'en peut plus. Ah mais non, mais je suis bête aussi. 5. Parfait. On va y arriver. Donc, hop, je le passe en validé. Et je vais venir faire une proposition. Donc, vous avez sûrement vu les propositions. Vous pouvez créer vos propres modèles. Sinon, on vous propose des modèles outils. Donc, on va prendre un exemple, n'importe lequel. On va pouvoir derrière retoucher et enregistrer sous comme un nouveau modèle pour vous. Donc, je crée toujours la proposition en partant d'un modèle et c'est après que je vais pouvoir intervenir sur mon document. Mon document se divise en deux parties, ma page de garde et mon document. La page de garde sera toujours la première page et le document, eh bien, tout le reste. Donc, c'est ce qu'on appelle des variables. Alors, ça a l'air très bizarre comme ça, mais finalement, c'est tout simple. C'est simplement les champs que vous avez saisis sur le projet, que vous pouvez aller chercher et que du coup, vous pouvez appliquer à l'intégralité de vos propositions. Lorsque en fait, vous allez appliquer une proposition à un projet, elle va intelligemment aller chercher les champs que vous avez mis sur votre document pour les appliquer. Par exemple, ici, je veux mettre ben voilà, mon tableau d'honoraires phase par phase. Je clique dessus une première fois, ça va la copier. Je vais dans mon projet, je la colle. Bon, bah, c'était exactement ce que j'avais saisi auparavant. Je la colle. Donc là, j'ai mon tableau, par exemple, d'honoraires. Donc, je vais mettre, voici. Je peux faire ce que je veux. Hein. Hop, voilà. Et n'oubliez pas d'enregistrer, sauvegarder, avant de revenir à l'aperçu. Sinon, vous ne verrez rien. Ça m'est arrivé plus d'une fois et c'est assez agaçant. Donc là, hop, voilà. Voici et mon tableau tel que je l'ai saisi dans le projet. Donc, pour vous expliquer la logique des variables, là, je suis sur la villa Hossegor. Si demain, je vais sur la villa Cap-Ferré, je retrouverai exactement les mêmes éléments, sauf que mon client ne sera plus MJ, mais sera le client associé à la villa Cap-Ferré. L'objet sera bien le titre de mon projet, donc villa Cap-Ferré. Le code du projet, pareil. Le client, idem. Et ici, du coup, mon tableau d'honoraires correspondra à celui de ma villa au Cap-Ferré. Oups, j'ai raté le copier-coller, pouvez-vous refaire? Oui. En fait, c'est tout simple. Quand vous êtes du coup dans les éditions du document, donc soit sur la page de garde, soit dans le document, vous vous mettez ici dans le corps du texte, un peu comme un Word. Vous cliquez sur les variables. Donc les variables, c'est ce qu'on appelle les petits. En fait, c'est les petits champs que vous allez chercher un peu partout. Et là, par exemple, ben, je vais vouloir intégrer. Qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que j'ai mis? Coût des travaux. Parfait. Donc je clique dessus une fois. D'ailleurs, à chaque fois que vous passez la souris dessus, vous voyez le résultat de la variable. Et pour les tableaux, vous avez le petit i. Donc pour copier, on clique dessus une fois. Pour coller, vous faites CTRL V. Et là, ça vient de me copier la variable.
Ça, vous le rajoutez à la main. Et voilà. Si je reviens sur mon aperçu, sur la deuxième page, voilà. Et pour tout un tableau de notes, bah, c'est exactement la même chose. Hop. Variable. Je vais chercher, donc vous avez ici les intitulés à chaque fois des catégories. Vous avez aussi les tableaux pour les co-traitants, etc., etc. Imaginons donc ça, bon là j'ai pas de co-traitant, donc ça n'a pas de sens, mais on va quand même le prendre. Vous cliquez sur l'intitulé, n'importe où, hein. Hop, une fois. Et pareil, je colle. Vous pouvez aussi cliquer et venir... Ah non, ça marche pas, ça, je vous une bêtise. Donc, on clique une fois, ça copie. On se met dans le texte, ça colle. Sauvegarde. Donc, n'oubliez pas surtout de sauvegarder. Et ensuite, on vient dans l'aperçu. Voilà. Donc, là, je vais créer un modèle. Je vais dire, hop, je veux sauvegarder donc le nouveau modèle. Mince, j'aurais dû le renommer. Modèle, on va dire complet, j'en sais rien. Voilà. Et là, imaginons, je vais sur mon projet 6, sur lequel je veux faire une proposition. Je vais prendre modèle complet et je vais créer une proposition. Bon, là, déjà, je n'ai pas de client, donc c'est ma faute. Mais en gros, ah si, j'ai un client. En gros, vous voyez, donc, toutes les variables changent. Le nom du client change. L'objet, tout à l'heure, j'avais dit Love Segor, maintenant, ça devient Hôtel 6, et ainsi de suite. Et ici, pareil, mon tableau d'honoraires n'est pas le même que tout à l'heure. Ici, ben voilà, exemple parfait, j'ai un co-traitant, donc on voit bien que le tableau affiche mon co-traitant. Et ensuite, mon coût des travaux. Donc en gros, ça va vous prendre une petite heure, un peu moins, de créer vos propositions. En tout cas, vos modèles, vos templates, vos matrices, vous les appelez comme vous voulez. Une fois qu'ils sont créés, vous les utilisez à foison pour tous les autres projets que vous avez. Voilà pour les propositions. On va s'arrêter là. On a vu déjà pas mal de choses. Tout ce qui restait en gros à vous expliquer, c'était surtout l'importance de motiver les équipes à mettre à jour les plannings de prod, mettre à jour les avancements, saisir leurs heures. Donc voilà, vraiment les intégrer dans l'outil. Super, je n'arrivais pas à utiliser les variables justement. Ah, bah, je vous avoue que c'est pas intuitif, je vous l'accorde, mais une fois qu'on a capté le mécanisme, ça devient tout simple. Donc voilà. Donc c'est à vous de motiver toutes vos équipes pour saisir leurs heures, pour les avancements, mettre à jour les budgets, les plannings de charge, hein, voilà, en fonction de qui s'occupe de quoi. C'est aussi bien outil, parce qu'il faut déléguer justement, grâce à toutes les variations qu'on met à votre disposition, déléguer un maximum de choses, parce que c'est pas à vous de tout faire, sinon on s'en sort pas. Donc chacun a sa responsabilité aussi, donc n'hésitez pas à déléguer. Donc donner au chef de projet le fait de gérer les plannings et les avancements, les chefs d'équipe de gérer les budgets peut-être et les plannings de charge, aux personnes qui s'occupent d'être une partie d'administratif, de créer tous les projets avec les collaborateurs qui vont dessus et qui peuvent saisir du temps dessus, les opportunités pareil. Enfin, voilà. Il faut que en fait, ce soit en fait, c'est comme une fourmilière où chacun met un peu la main à la tâche et voilà, que ça fasse un joli outil bien complet, bien à jour tout le temps, pour que chacun ait ses tâches à faire et que ça ne devienne pas une personne qui gère tout, parce que ça n'a pas plus grand intérêt. Ah bah ça, c'est clair. En général, quand tu vois un truc bien rouge dessus, ça fait pas plaisir. Donc, même m'établir une sorte de démo de ce qu'on voit sur le budget, pourquoi est-ce que c'est important de saisir ses temps. C'est pas pour une question de fliquer les collaborateurs, c'est une question de comprendre la rentabilité du projet. Est-ce qu'on a mal vendu les honoraires? Est-ce qu'on a toujours bien vendu cette phase-là et du coup, elle nous permet d'être plus rentable sur la phase suivante? Est-ce qu'on est toujours en retard sur une phase? Est-ce qu'on est toujours en avance sur une autre? Est-ce qu'on a des clients qui sont mauvais payeurs, donc ça ne nous aide pas en termes de trésor? Enfin voilà, il y a 1000 choses que l'on peut expliquer grâce à tous les mots que je vous ai montrés pendant le premier rendez-vous de celui-ci, qui derrière vous permettent d'analyser justement la rentabilité de vos projets et surtout de comprendre quels sont
finalement les conséquences et les utilités de chacune de vos tâches. Enfin, les tâches de chacun, pardon, dans l'outil. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile, ce webinaire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'espère que c'était clair surtout. Merci à vous. N'hésitez pas si vous avez besoin, vous avez toujours ce petit chat en bas à droite. Donc en ce moment, on a pas mal de rendez-vous, donc on est peut-être un peu plus cyber. On est peut-être un peu plus lent à répondre, mais on est désolé pour ça. Voilà, n'hésitez pas à nous harceler un petit peu ou à être un peu plus patient, on répond toujours. Vous avez nos mails si besoin. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis on va faire de plus en plus de webinaires comme celui-ci, qui sont un peu plus utiles, je trouve, que les autres sur des thématiques voilà, trop récurrentes et pas assez dans le détail. Donc on vous enverra des petits mails par rapport à tout ça. Encore merci à tous. Je vous envoie bien sûr un compte rendu de tout ce qu'on a vu. Encore une fois, n'hésitez pas si besoin. Et très bonne journée. Merci beaucoup.